ne faisons pas de notre pensée le double des images, parce que nous allons penser très peu de choses, et surtout, nous ne serons plus utopistes, nous ne serons plus prophétiques, nous serons limités à ce qu'il y a là, sous nos yeux. Bonsoir Régis Debray. Bonsoir. Vous sortez un livre qui s'appelle Vie et mort de l'image. Il y a beaucoup de choses sur l'image en général, sur l'art en particulier, sur la télévision en plus particulier encore. Un petit peu. Comment on fait pour écrire un livre à la fois très argumenté et accepter de venir en parler à la télévision quand on sait tout ce que vous écrivez sur la télévision, ces simplifications, ces... Non mais écoutez, si on parle de l'image, il faut accepter de le faire en image aussi. Et d'ailleurs, je voudrais, et je crois qu'il est en projet actuellement, une série de télévision précisément à partir de ce livre. Et puis je regarde de temps en temps votre émission et je vous aime bien, voilà pourquoi on va parler. Bon, allez, voilà. on accepte ça, voilà. C'est une bonne explication. Voilà. Vie et mort de l'image. Alors, le titre est un peu paradoxal. Vie de l'image, on comprend. Mort de l'image, pour caractériser une période où on a l'impression que l'image est partout, c'est un peu paradoxal. Non, mais je ne parle pas de l'image dans le livre, enfin j'en parle bien sûr, mais je parle d'abord du regard. Non, mais, attendez, je dis que simplement l'image n'existe que dans la mesure où on la regarde, et c'est le regard qui fait l'image, et que nous avons changé de regard. Depuis longtemps, nous avons d'abord eu un regard magique, c'est-à-dire un regard où on essaie de voir à travers l'image l'invisible, où l'image était cernée par une transcendance, comme ça, disons par Dieu ou une divinité. Puis après, on a eu une image esthétique. Maintenant, je crois que nous avons une image économique, c'est-à-dire que nous avons changé de regard, nous voulons avoir des signes du monde pour nous reconnaître dans le monde, mais nous ne regardons plus vraiment les choses pour elles-mêmes. Nous ne regardons plus les autres, les visages. Je crois qu'il y a image, et je reprends le mot de Serge Danet, quand il y a de l'autre, c'est-à-dire quand l'image débouche sur des hommes, sur des femmes, sur des paysages, sur des peuples, sur de l'étrangeté, n'est-ce pas ? Or, le visuel, c'est ce que j'appelle le visuel, et qui serait la mort de l'image. Ce sont des stéréotypes, des logos, des pubs, si vous voulez, c'est-à-dire des signes par lesquels on peut mettre des étiquettes sur les choses et sur les situations. Mais vous savez, je crois qu'il y a il y a des cycles, et que sans doute on est au bout d'un cycle de désenchantement, de dévaluation de l'image. D'abord parce qu'il y en a trop, l'une chasse l'autre, on a une attention très flottante, nous ne sommes plus vraiment fascinés par une image. La preuve, c'est que nous zappons à toute vitesse devant la télévision. Mais nous sommes au bout d'un cycle, mais je crois qu'un autre cycle va recommencer, un cycle de peut-être magico-religieux, en tout cas de fascination, d'approfondissement. Alors, on connaissait le romancier que vous êtes, le philosophe politique, et ça fait 2 livres que vous consacrez finalement à l'image. Le premier, c'était le cours de médiologie générale, donc une analyse des... Oui, c'est un mot un peu rébarbatif, je suis d'accord. Non, le cours de médiologie, comme le nom l'indique, c'était un cours, c'est-à-dire c'était dit, c'était pas écrit, et ça voulait étudier les puissances des idées, c'est-à-dire les puissances des mots, le pouvoir des mots, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'une parole frappe ? Qu'est-ce qui fait, si vous voulez, que... Les conditions matérielles de circulation des idées. Qu'est-ce qui transforme une idée en force matérielle ? Qu'est-ce qui fait, par exemple, qu'une parole d'un homme, par exemple, d'un homme qui s'appelle Jésus à Nazareth, devient 3 siècles plus tard une église ? Qu'est-ce qui fait que l'écrit d'un monsieur, disons Karl Marx, devient le marxisme, puis des partis, puis des États ? Autrement dit, c'est la transformation de quelque chose de purement symbolique en quelque chose de lourd, quelque chose de léger, en quelque chose de lourd, qui sont des États, des politiques, des forces. On peut dire le même processus pour Luther, pour Calvin. Donc c'était le pouvoir des mots. Avec l'histoire du regard, c'est le pouvoir des images, c'est-à-dire quel type d'effet exercent les images dans l'humanité, parce que les images ont toujours... Enfin, l'homme est assujetti aux images, n'est-ce pas ? Il a toujours été dominé ou, je dirais, envoûté par l'image qui lui a servi pour communiquer avec les morts pendant longtemps, pour communiquer avec les forces de l'au-delà, pour communiquer avec la nature, maintenant peut-être pour communiquer avec la marchandise. En tout cas, l'image a toujours été un pouvoir d'attraction, mais c'est jamais le même. Et je pense que nous avons changé de régime d'image, si vous voulez, maintenant. Alors, dans ces changements, vous essayez de scruter quelques étapes décisives. Et une étape que vous donnez comme absolument déterminante, c'est la création et le développement de la télévision couleur, qui rejette finalement, si je vous ai bien lu, ouais, le cinéma et la photographie du côté, très curieusement, plutôt du côté de l'écrit, plutôt du côté de ce que vous appelez la graphosphère. Si vous voulez, une image cinéma, elle existe matériellement.
comme une page de papier, c'est un photogramme sur une pellicule argentique. Une image vidéo, elle n'existe pas matériellement. Elle est lue, c'est un signal électrique, elle est codée, décodée. C'est une abstraction, elle n'existe que pour nous. Mais je crois que ce qu'il y a de plus fondamental, c'est qu'une image de télévision, elle nous arrive des choses elles-mêmes, parce que c'est une lumière émise, n'est-ce pas ? C'est-à-dire c'est comme si c'est le monde qui se montre en lui-même, qui se montre de lui-même. Alors qu'au cinéma, c'est une projection. On reste dans, si vous voulez, le dispositif classique du théâtre, c'est-à-dire une salle dans le noir, un projecteur et un face-à-face, si vous voulez. Alors que nous sommes dans le visuel, je crois que nous sommes devant une image. Quand on regarde la télévision, je crois qu'on est sur le plateau de télévision. D'ailleurs, on partage le même temps. Ce n'est pas une représentation, comme au théâtre ou comme dans un film, où on sait intuitivement que ça a été filmé avant, que ce n'est pas vrai, que c'est de la fiction. Quand on est devant un poste de télévision, celui qui est dans le poste appartient au même monde et au même instant, quand c'est du direct, comme maintenant, que celui qui le regarde. Il n'y a donc pas, si vous voulez, de coupure symbolique. Il n'y a donc pas de catharsis. On est sorti, je crois, du spectacle, si vous voulez, pour entrer dans un monde d'effusion, dans un monde d'immédiateté, dans un monde de réaction instantanée, en tout cas dans un monde de participation directe. Et dans un monde où l'image, ou ce qui tient lieu d'image, se substitue progressivement au réel, tout en se donnant pour lui. On va regarder des On images, prend l'image pour les des choses, images oui. virtuelles. Ouais. Par exemple, voilà. Alors ça, c'est Virtus. C'est un film d'image de synthèse. Ça, c'est une révolution en 3D. Atomique, ce que vous nous montrez là. Commentez. Non, mais c'est-à-dire que pour la première fois, l'image n'est plus l'imitation de quelque chose de réel. L'image est là, sortie de l'esprit d'un homme. C'est un calcul, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que l'image n'est plus subordonnée à une réalité dont elle est l'image. L'image sort directement d'un algorithme, c'est-à-dire au fond d'un effet d'arithmétique. C'est du code binaire, ce sont des images parfaitement cérébrales, c'est-à-dire qu'on recrée le monde. On n'a plus besoin des choses pour faire des images. Il n'y a plus aucun rapport analogique. Il n'y a plus d'un rapport entre la chose et son on image. est dans le digital, c'est-à-dire on est finalement dans un monde totalement idéaliste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus la chose et sa représentation. La représentation est la chose même. On va voir d'autres images, notamment celle d'un bâtiment de Jacques Rougerie, qui est la modélisation d'un bâtiment. On a l'impression que c'est une photographie, voilà. Et ce bâtiment n'a jamais existé autrement que sous cette forme élaborée. Ça, c'est le meilleur usage du digital, n'est-ce pas ? Ça consiste, oui, par exemple, à rentrer dans un bâtiment qui n'est pas construit, de même qu'on peut piloter un avion au sol. Ça permet une véritable maîtrise, c'est vrai, opérationnelle des choses. Mais tout ça est, je dirais, un monde où on est seul avec nous-mêmes, parce qu'en fait, ce bâtiment, il n'existe pas. C'est nous qui l'inventons. C'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus d'autre, si vous voulez. Il n'y a plus de réalité haute vers laquelle on se dirige en faisant effort. Il n'y a plus de voyage. Tout sort de notre tête instantanément. On est très seul avec nous-mêmes, quoi. C'est un discours très critique que vous tenez non, devant, pas un devant discours, les... critique. Moi, j'adore l'image. Le discours qui ne peut pas être visualisé n'existe non, plus. attendez, le design, si les Oui. chaises design font mal aux fesses, c'est parce qu'elles sont construites. Tenez, d'ailleurs, on en a... Voilà, en effet, alors, elles n'existent pas non plus, celle-là. Enfin, c'est une pure modélisation. Elle est faite pour être vue. Voilà, elles sont faites pour être vues. Elles sont faites pour qu'on s'assoie dessus, n'est-ce pas ? Comme les bâtiments ne sont pas faits pour être habités, comme les robes des stylistes ne sont pas faites pour être portées. Elles sont faites pour faire de belles photos, pour faire un visuel, quoi. C'est-à-dire pour faire une pub, en fait, pour avoir un coup d'œil, pour avoir un geste. Non, mais ne faites pas de moi un iconoclaste. Moi, je n'adore pas l'image, je les aime. J'en ai besoin, comme tout le monde. C'est précisément parce que je les respecte beaucoup que je voudrais qu'on y réfléchisse. Et par exemple, qu'on réfléchisse à ce qu'une image ne peut pas montrer. Une image ne peut pas montrer un projet. Une image ne peut pas montrer une négation. Par exemple, Michel Field, dans une heure, ne sera plus là. Je ne peux pas montrer une image de cela. Quand vous n'êtes pas là, je ne peux pas le montrer. Giscard d'Estaing se levant de sa chaise vide et tout, vous l'avez dit. D'accord, mais une fois qu'il est derrière la porte, il n'est plus là. Bon, on ne peut pas montrer une négation. On ne peut pas montrer en image tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Donc toutes les valeurs, vous montrez un homme, vous ne montrez pas tous les hommes, n'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas dire ou bien
ou bien si je fais ceci, il se passera cela. Bref, c'est un monde très limité que celui des images. Alors je sais bien que tout le talent des cinéastes consiste à refaire avec le montage tout ce que l'image en elle-même ne peut pas montrer, c'est-à-dire le commentaire, la suggestion, la musique, faire parler ce qu'il y a entre les images. Bon, mais ne devenons pas, je dirais, ne faisons pas de notre pensée le double des images, parce que nous allons penser très peu de choses, et surtout, nous ne serons plus utopistes, nous ne serons plus prophétiques, nous serons limités à ce qu'il y a là sous nos yeux. Le tout image est contradictoire avec l'imagination, dites-vous. C'est-à-dire que pour reconquérir l'imagination, il faut se détourner de l'image. Pour imaginer plus, il faut voir moins peut-être. Parce qu'on imagine avec sa tête, on imagine en pensée, on imagine parce qu'on veut dépasser, on veut nier ce qu'on a devant soi, la situation où l'on est, n'est-ce pas? Donc on se projette dans un futur dont il n'y a pas d'image. On se projette dans un invisible, on se projette dans un vœu, dans un espoir. Bref, on essaye de vivre au futur par l'écrit, par la pensée. Dans l'image, tout est présent. Enfin, dans cette image, n'est-ce pas, qui est l'image du direct, de la transmission instantanée, tout est présent, tout est maintenant. Maintenant, tout est maintenant. On va voir des images d'un ordinateur qui a été programmé, non pas pour un programme d'application externe, mais pour se programmer lui-même. C'est-à-dire qu'on a programmé pour qu'il construise son propre monde. Et voilà ce que ça donne. C'est des images quasiment de science-fiction, si ça n'était pas banal de le dire. Je crois qu'il y en a une autre qui va suivre. Il y a quand même une créativité absolument formidable dans ce visuel que par ailleurs vous dénoncez en disant il subjugue les anciennes élites de l'écrit, traditionnellement iconophobes. Bien entendu, non, mais je dirais que la preuve c'est que je suis là, je suis écrivain, je viens me montrer. Bref, qu'on n'échappe pas à de l'image. C'est pas tant ça c'est un procès qu'on pourrait vous faire un peu bête. Plus fondamentalement, c'est le fait que vous preniez l'image et le visuel comme objet de réflexion philosophique, ce que votre parcours avant ne... on ne s'y attendait pas. Quand on réfléchit sur l'art, j'ai écrit des choses sur le Tintoret, sur le Gréco. Je m'étais déjà beaucoup intéressé à la peinture, donc l'image m'intéressait. J'ai fait un peu de cinéma, comme tout le monde, si j'ose dire. J'ai même fait un film pour la télévision sur Shanghai. Mais c'était de la vidéo, malheureusement, et pas du film. Et comme vous savez, la vidéo se dégrade très, très vite. Je ne sais pas ce qu'il en reste. Je vais tourner il y a 5 ans, je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Bon. Le monde de la vidéo est un monde très éphémère, alors que le monde du cinéma, comme l'écrit, est un monde qui reste. Un film tourné en 16 mm il y a 30 ans ou il y a 50 ans, vous le revoyez, il est intact. Il n'y a plus de mémoire possible dans le visuel. Il y a une autre mémoire, en tout cas il y a un grand danger, oui, pour la mémoire, même si on arrive à archiver maintenant par le numérique, on arrive à conserver maintenant. Peut-être mieux qu'avant, mais il y a un grand encombrement du présent et sans doute une dégradation de la mémoire comme de l'anticipation, quoi. Tout devient instantané, ponctuel, donc ça fait des esprits très déstructurés comme ça. Disons, je ne crois pas qu'une image peut structurer un esprit comme le fait l'écrit. Je crois que ça le déstructure plutôt, d'où la nécessité précisément à l'école d'apprendre le langage de l'image et d'apprendre surtout que, disons que ce qu'on voit à la télévision, c'est pas le monde en direct, c'est une représentation du monde. Enfin, nous sommes là, mais autour de nous, il y a des machines. On nous découpe sur un fond, on nous prend sous un certain angle. C'est-à-dire que c'est pas une reproduction, c'est une production. C'est quelque chose d'artificiel.